Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffi-Fossoul et Damien Gouy-Perret, ainsi que le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la loi PLM, Bruno Bernard et les voies lyonnaises. On en a déjà parlé ici, la loi PLM va être réformée d'ici l'automne et avec elle, le système d'élection municipale à Paris, Lyon et Marseille. Et selon le journal du dimanche, l'option retenue sera sans surprise de faire 2 élections, une pour votre maire d'arrondissement et une autre pour le maire central, celui du conseil municipal. Ce qui voudrait dire qu'à Lyon, il faudrait organiser 3 scrutins le même jour en 2026. Mairie centrale, arrondissement et métropolitaine. Or, Damien nous le reconfirmera, c'est mission impossible, ce qui permet d'imaginer qu'il faudrait décaler la date des élections métropolitaines et donc d'offrir du rab au mandat de Bruno Bernard. Ma question du jour, c'est est-ce que c'est un vrai cadeau fait aux écologistes de leur prolonger leur mandat de 2 ans, par exemple, ou bien ça serait plutôt un cadeau empoisonné compte tenu du fait que les budgets, les projets sont, eux, pensés sur des périodes données et fixées depuis longtemps. Damien. Alors d'abord sur l'organisation du scrutin, quand je dis que c'est impossible, effectivement, on le voit aujourd'hui, les scrutins se déroulent dans des écoles, etc. Déjà, on est à l'étroit quand on a 2 scrutins. Alors 3, ça me paraît très compliqué. Mais la vraie difficulté, c'est de trouver la main-d'œuvre. On voit toutes ces dernières élections, on avait des difficultés même à trouver des secrétaires numériques, qui sont des gens payés, à trouver des présidents de bureau, à trouver des assesseurs. Alors 3 scrutins en même temps, compliqué. Sur le fait que l'élection métropolitaine soit séparée de l'élection municipale, rien ne dit que le mandat serait prolongé de 2 ans. Si c'est une élection qui est décalée à la rentrée scolaire et qu'on va gagner un décalage de 3-4 mois, ça va pas être une révolution. Si c'est 2 ans, oui, ça peut être une révolution. Ça peut permettre effectivement à Bruno Bernard et à son équipe d'avoir des dossiers avancés et donc de bénéficier de l'effet dont avait bénéficié Gérard Collomb, c'est-à-dire on a des choses livrées, donc les gens arrêtent de râler parce que maintenant ils peuvent en profiter. En revanche, sur le scrutin lui-même, le fait de décorréler de l'élection municipale, on risque d'avoir un taux d'abstention qui est très élevé parce que les gens ne connaissent pas l'élection métropolitaine. Donc ma crainte à moi, c'est qu'on ait un taux de participation extrêmement faible. Mais là, à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que le fait de les décorréler, ça va permettre peut-être de mettre en lumière ce scrutin métropolitain et enfin d'expliquer aux Lyonnais, aux grands Lyonnais, ce que c'est que la métropole. Donc ça sera un avantage. Je ne suis pas sûr que Bruno Bernard soit gagnant, je ne suis pas sûr qu'il soit perdant. Ça va dépendre beaucoup du résultat aussi des élections municipales et si ce scrutin est loin ou pas de l'élection municipale. S'il est 3 mois après... Si on vous écoute, s'il est plusieurs mois après, bon, c'est gagnant, c'est pas terrible, mais c'est gagnant. Et que par contre, s'il mise sur l'abstention dans les urnes, pour lui, c'est positif. Comme ça l'a été en 2020. Je ne suis pas sûr parce que les gens qui se mobilisent le plus sont plutôt des conservateurs et je ne suis pas sûr que ce soit son électorat à lui qui justement se déplace pour un tel scrutin. Donc je ne suis pas certain que ça soit tout bénéf pour lui. Franchement, je ne crois pas. Ben moi, je pense le contraire. Je pense que ces électeurs à lui, c'est toujours des associations. Ils ont leur boucle WhatsApp, comme ils ont fait la dernière élection. Tout le monde avait peur du Covid, mais ils sont tous venus en vélo cargo en nombre illimité pour pouvoir voter. Et je pense que ça va l'arranger. Mais par contre, moi, je suis vraiment pas sûr du tout qu'ils vont décaler l'élection de 2-3 mois. Si c'est 2-3 mois, ça va, mais je pense pas qu'ils vont la décaler. Je pense qu'ils vont trouver les moyens pour pouvoir y arriver, en finançant je ne sais pas comment, parce que ça coûte déjà un bras. En plus, c'est pour se retrouver avec une élection avec un taux d'abstention énorme, etc. Ça ne fera que décrédibiliser la métropole, qui est pourtant une grande puissance. Donc moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils vont se débrouiller. Et après, il n'y a pas que Lyon sur Terre. Il y a la métropole. Nous, on vote d'un coup. On n'a pas de maire d'arrondissement. Pour vous, ça change rien. Quoi. À Vénissieux, ça changerait rien. Ça change rien à Vénissieux, ça change rien à Bron, ça change rien à Villeurbanne, ça change rien dans des villes qui, en nombre, font la capacité de la ville de Lyon, quoi. Donc, il n'y a pas que Lyon sur Terre. Donc pourquoi ils vont décaler que pour Lyon ou des choses comme ça. Et c'est étonnant aussi, pourquoi ils le décalent après. Le scrutin le plus important, s'ils doivent le décaler, c'est avant. C'est la métropole qui est plus important. C'est quoi, un maire d'arrondissement pour qu'il fasse quoi, les cartes d'identité? On s'en fout complètement. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. Et après, pour moi, Bruno Bernard, il n'a pas intérêt que ça soit après, hormis le fait qu'il ait quand même aussi les associations avec lui. C'est parce que je ne suis pas sûr et certain que Grégory Doucet gagne l'élection sur Lyon. Et je pense que ça sera une très mauvaise nouvelle pour lui. S'il perd l'élection sur Lyon, il perd quand même une bonne force. Et après, il y a aussi la possibilité qu'on se retrouve... Si Doucet perd, il perd. Si Doucet perd, oui. Mais c'est une possibilité.
Tandis Si que tout se perd, Bernard perd. Il y a voilà, pas de c'est une scénario. possibilité qui peut arriver. Et je ne sais pas s'il veut jouer tout son va-tout sur Grégory Doucet qui fait tout et n'importe quoi. Donc, et il y a aussi le risque que l'élection n'ait pas le même visage. S'ils sont sur 14 circonscriptions comme aujourd'hui, ils peuvent gagner. Parce qu'avec la prime majoritaire, etc. Par contre, si c'est une liste unique, je suis quasiment sûr qu'ils perdent. Sur une liste unique, avec le nombre d'électeurs, Ça ne sera pas le cas. Ouais. La métropolitaine, ils n'y touchent pas. Raphaël? Je ne vois pas ce qui a gagné cette modification de scrutin déjà pour les Ça, on en a électeurs. déjà parlé, effectivement. C'est- À part pour Paris. Oui. Bon, alors pour Paris, pour des raisons électorales, mais déjà là, on va créer une énorme frustration sur les maires d'arrondissement. Puisque si aujourd'hui, en fait, on élit son maire de Lyon, et en bonus, on élit son maire d'arrondissement. Il y a quand même peu d'électeurs qui vont aller voter en se disant « Oui, mais moi, je veux que ce soit Rémy Zinc, maire Mais d'arrondissement. » Toujours de plutôt manière que- indirecte, hein, parce qu'il y a le système de grands C'est électeurs. c'est de manière indirecte, mais enfin, en gros, les gens, ils choisissent le bulletin du maire qu'ils veulent. C'est quand même Oui, mais relativement clair aujourd'hui. Regardez en 2020, entre les têtes de liste écologistes et ceux qui sont devenus maires d'arrondissement, ça n'a C'est rien pour à ça- voir pour la plupart. Hein. C'est pour ça que je dis qu'en bonus, on a un maire d'arrondissement, mais enfin, c'est vraiment un critère secondaire du vote. Là, on va élire directement un maire d'arrondissement. Donc là, on va avoir une campagne électorale plus claire dessus, on va le choisir, et puis d'ailleurs, on va se rendre compte qu'il n'a aucun pouvoir. Si c'est faire cette réforme, ça n'a aucun sens. Si elle n'est que comme ça. Donc on va créer une énorme frustration derrière, parce qu'ils vont faire campagne, ils vont faire des promesses, et puis derrière, on va se rendre compte qu'ils sont capables de rien faire. Donc déjà ça, je vois pas ce qu'il y a à gagner. Après le report du scrutin, politiquement, effectivement, le risque, c'est que ça sépare le pouvoir de la ville de Lyon du pouvoir de la métropole. Quelle que soit la configuration, c'est une mauvaise nouvelle. Décaler déjà le calendrier entre la métropole et la ville de Lyon, je trouve que c'est une énorme incertitude. Certains me diront que peut-être dans un rythme politique c'est mieux. Moi je crains surtout que ça crée 2 ans d'inaction parce que les villes n'ont pas les moyens seules de faire les choses. Donc elles vont négocier avec un pouvoir qui va changer, donc on va être en campagne, on va être dans des postures politiciennes pendant 2 ans, avant qu'on lance quelque chose qui ne sera pas fini avant le mandat des maires. Donc on risque d'avoir des choses qui se paralysent en permanence. Avoir les deux qui ont lieu en même temps sur le temps d'un mandat, je trouve que c'est quand même... ça me paraît plus sûr, en tout cas on a l'habitude. Donc je vois pas ce qu'il y a à gagner. Même un report de 3 mois, on crée ce même risque. C'est-à-dire que c'est quand même 2 dynamiques politiques qui peuvent être différentes. En 3 mois, il peut se passer un certain nombre de choses. Un nouveau maire, effectivement, peut trébucher, faire une erreur de communication qui remobilise dans l'autre sens. Politiquement, il peut y avoir un changement de gouvernement si ça a un effet important qui pousse dans un sens ou dans un autre. Donc on risque d'avoir une différenciation. et entre on la risque ville et de la retrouver les vice-présidents de la métropole, Michel Picard, Duchesne, tous ces gens-là qui sont à la métropole, se faire raser lors des élections. Et on se retrouve en fait l'opposition qui se retrouve vice-président, etc., qui doivent discuter avec les gens qui les ont sortis. Et vu le contexte en ce moment, l'ambiance elle n'est pas sympathique. Il se passe quoi? C'est-à-dire les villes ne peuvent plus travailler avec la métropole. Il y a un lien quand même. Et puis, on risque d'avoir aussi des arrondissements d'une couleur politique et une ville d'une autre couleur politique. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a déjà des maires d'arrondissement qui n'ont aucun pouvoir. Si, en plus, ils sont dans l'opposition à la municipalité générale, ça va créer un dysfonctionnement phénoménal. Je crois que cette loi, enfin cette proposition de loi, ou projet de loi, parce que ça arrive de toutes parts, pour l'instant, c'est encore pas très abouti. Je crois que c'est vraiment une loi parisienne, par excellence, qui tient absolument pas compte effectivement des problématiques lyonnaises. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, la loi PLM, il faut la réviser. Il fallait la réviser depuis très longtemps, mais il ne faut pas la réviser comme ça. On en revient toujours au même débat. Est-ce qu'il faut supprimer les arrondissements? Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir aux arrondissements? Décorréler tout ça. D'abord, le nombre de sièges obtenus est calculé sur un pourcentage qui n'a pas évolué depuis 1982. Donc aujourd'hui, on est dans un illogisme de sièges produits avec un décalage entre les voix et les sièges qui fait que plus personne n'y comprend rien. Même certains élus n'y comprennent rien. Donc je crois que la loi PLM, il fallait la réviser, mais absolument pas comme ça. Ça va poser un problème parce que même si on oublie le scrutin métropolitain et qu'on a le scrutin municipal et arrondissement, il y a un des 2 scrutins qui risque d'avoir une abstention phénoménale et on risque de se retrouver dans la même situation que la dernière fois avec le scrutin municipal et métropolitain où les gens s'en mêlent les pédales dans les bulletins, sur les listes, ont voté d'un côté, ont oublié de voter de l'autre, où ça a été un grand souk. Et moi qui tiens régulièrement des bureaux de vote, j'ai vu ça la dernière fois, c'était un grand souk, très clairement. Donc là, je crains ça encore.
Et juste pour conclure sur le sujet et revenir sur l'organisation d'un triple scrutin à Lyon, si on partait du principe que tous les élus étaient obligés, entre guillemets, de tenir des bureaux de vote, C'est une obligation. ce qui n'avait pas été le cas en 2022, ce qui avait été critiqué Alors- de la part, concernant les écologistes. En réalité, c'est une obligation. Si le maire d'arrondissement demande à ses élus de tenir le bureau, ils ne peuvent pas y déroger. Alors, il y a beaucoup d'exceptions qui sont faites. Il y a beaucoup d'élus qui disent oui, mais moi, je m'étais réservé un week-end, etc., etc. En réalité, un élu peut même perdre son poste, peut être dégradé de son poste d'adjoint, etc., s'il ne se présente pas. Donc ça serait une solution si tous les Ça ne sera arrondissements pas s'y mettaient. suffisant. Il n'y aura pas assez d'élus pour tenir le nombre de bureaux de vote multiplié par 3 dans la ville de Lyon. Ça aiderait quand même à, Ah bah, à ça apporter. peut aider, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller chercher beaucoup de monde. C'est 3 personnes minimum, un bureau, plus un secrétariat de mairie. 2 assesseurs, un président, un secrétariat Et de puis il mairie. faut dépouiller le soir. Ça fait 4 bureaux. Sans parler du moment où il faut dépouiller, où là, on peut faire intervenir d'autres personnes. Les gens qui tiennent ces bureaux doivent être des gens qui sont dans la commune, qui vivent dans la commune, etc. Donc il y a beaucoup de conditions. C'est du bénévolat. On doit être là avant l'ouverture du bureau à 7h30 du matin. On reste jusqu'à la fermeture du bureau. Ce n'est pas un moment forcément hyper sympathique. Plus personne ne veut tenir des bureaux. Alors quand ça va être multiplié par 3, ça va être, en matière d'organisation, une catastrophe. Je ne sais pas comment la ville va faire, sauf à sortir le portefeuille et à payer des gens. Mais dans ce cas-là, ces gens qui viennent ne sont plus des assesseurs représentants des partis politiques. C'est du bénévolat, mais il y a le plateau repas quand même. Oui, le plateau repas qui est... Pardon, je ne ferai pas de commentaire sur le contenu sur la Vénitie aussi. qu'on Mais nous moi, fait j'ai depuis vu- des années. J'ai vu les élections, etc., les adjoints, etc., de la majorité comme de l'opposition, leur boulot, enfin, les conseillers municipaux, leur boulot principal le jour des élections, c'est aller chercher les électeurs. Ils ont des listes, ils vont taper chez les gens, ben, t'es pas allé voter, moi, on m'a dit que t'étais pas allé voter, et ils tournent de partout. Alors, s'ils peuvent plus faire ce boulot-là, je voudrais bien voir le résultat des élections, quoi. Sur le papier, ils ont obligation de tenir un bureau de vote. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'ils sont dehors, quoi. Il faut bien aller les chercher à la maison de retraite pour qu'ils aillent poser le bulletin de vote. Allez, on continue à parler de Bruno Bernard et de la métropole de Lyon, car lundi, c'était la commission permanente qui s'est déroulée comme toujours à huis clos. La particularité, eh bien, c'est que 139 dossiers ont été expédiés en 40 minutes. Ça fait un peu plus de 3 dossiers par minute pour les nuls en maths. La droite a fustigé ce mode de fonctionnement, en rajoutant que le président de la métropole avait en plus refusé de répondre aux questions pour avancer vite, en joignant l'opposition à écrire à sa secrétaire s'ils avaient des questions. Selon vous, est-ce que c'est Bruno Bernard qui se comporte mal, ou bien est-ce qu'il est prisonnier du modèle de sa collectivité qui l'oblige déjà à faire des conseils métropolitains interminables sur 2 jours? Mais clairement, c'est un gros cher. C'est le mec, en retirant le public des commissions permanentes et la presse, en fait, et après, derrière, en disant on passe tout ça parce que ça s'est vu en commission, en fait, il a l'air d'un dictateur, là. L'image, elle est déplorable. Et je comprends les mecs de droite qui ont sauté sur l'occasion de le fustiger. Là, ça donne vraiment l'impression d'un dictateur qui est en haut de son piédestal. Oui, mais il est à la tête d'une collectivité qui a énormément de compétences et qui doit traiter des Oui, sujets. mais- Ça va de la réfection du trottoir. Oui, mais à avant, des les budgets sujets, de ils milliards étaient d'euros. traités devant un public et ils étaient traités devant la presse. Aujourd'hui, il a fermé ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne comprend pas. Ils arrivent avec des projets, ils disent, bon, on vote ça. On a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé avant, qu'il n'y a pas eu de discussion avec l'opposition, alors que la discussion, elle a lieu. Mais elle a lieu À huis clos. À huis clos. Et c'est ce qui donne cette impression de dictature derrière, quoi. Et comme ça s'appelle, on a l'impression qu'il essaie de cacher des informations au public pour cacher sans doute ses prises illégales d'intérêt. Présumé. Ouais, bah Oui. non. Elle est où, elle est présumée? Elle a été condamnée. Oui, il y a Avec un rappel tonton. à la loi. Ouais. Un rappel à la loi, c'est une condamnation. Il faut arrêter maintenant. Les rappels à la loi, c'est des condamnations. Bah, il n'a qu'à m'attaquer. Tu as été condamné. Non, nous attaquez pas, parce que Ouais, nous aussi on moi, a c'est- attaqué. Ah oui, bon, voilà. Il a eu un rappel à la loi, tapage sur les doigts, mais quoi qu'il en soit, il est passé devant la justice. On lui a dit que ce qu'il a fait était illégal. On a le droit illégal? Oui. Ouais, donc ce qu'il a fait, c'est illégal. Donc, pour les mêmes raisons. Donc là, ça donne l'impression d'un mec qui cache les informations pour des choses malhonnêtes, alors qu'à la base, je pense pas qu'il le soit vraiment, quoi. Raphaël? Oui, il y a deux aspects. Il y a le fond. Les écologistes, quand même, ont toujours fait campagne dans l'opposition sur la question démocratique, de la transparence, de la participation citoyenne. Et là-dessus, en gros, ils ont le sentiment qu'ils font le job. Bon, c'est vrai qu'il y a sans doute des améliorations sur plein de choses. Il y a quand même des choses qu'on peut leur reprocher depuis le début du mandat, mais on pourra les lister si vous voulez. Mais après, pour aller vite, on va dire, on n'est quand même pas à la région de Laurent Wauquiez. Il y a quand même plus de transparence, plus de disponibilité des élus pour répondre aux dossiers, etc.
Donc eux, ils ont le sentiment qu'ils font le job et qu'ils ont une opposition caricaturale. Et donc, ils n'ont plus à s'embarrasser du décorum républicain d'un débat démocratique. Et ce en quoi je pense qu'il fait une erreur, une vraie erreur en termes d'image. Parce que je ne reprendrai pas les termes que vous avez employés, mais dans le ressenti, ça peut à un moment donné effectivement finir par donner cette idée-là. Et c'est une erreur. C'est important que les élus montrent que pour eux, le débat démocratique, le respect de l'opposition, c'est important. Et il vaut mieux trop de respect de l'opposition que pas assez toujours. Donc c'est une erreur sur la forme. Moi, je me questionne sur l'intention politique derrière, qui est... on voit s'installer un peu... Ça facilite quand même l'installation d'une cristallisation d'un débat entre les écologistes et LR. Et puis ça se répond bien avec la région de Laurent Wauquiez. Et en fait, quand on y réfléchit bien, LR et les écologistes, ce sont deux partis qui ne sont pas forcément les forces principales dans leur camp respectif, mais en tout cas, ce sont les meilleurs adversaires possibles l'un pour l'autre. Pour LR, il n'y a rien de mieux que tomber sur les écologistes. Pour les écologistes, finalement, LR est aussi un adversaire beaucoup plus facile. En tout cas, ils ont beaucoup plus d'arguments face à Laurent Wauquiez que face au Rassemblement national qui est fort et sur lesquels ils ont beaucoup moins de prise, les écologistes. Donc, est-ce qu'il n'essaye pas de cristalliser ce débat-là, de dire finalement si je donne des arguments au LR, on l'avait vu finalement avec le débat sur les communes, le respect des communes avant, donc renforcer l'opposition à droite derrière LR, c'est peut-être un calcul politique pour Bruno Bernard. Damien, est-ce que c'est parce qu'on rentre aussi dans la dernière ligne droite que ce genre de choses arrive? Non, je ne comprends pas l'intérêt de Bruno Bernard de fonctionner comme ça, parce que je pense que ça le dessert. Ça relève du déni de démocratie, pas de ne pas répondre à l'opposition qui certainement pose des questions pour faire durer le plaisir, etc. Mais un dossier étudié toutes les 20 secondes en moyenne, on n'a même pas le temps de le lire, on n'a même pas le temps de l'énoncer. Les commissions, c'est classique en conseil municipal quand même, qu'il y ait des dossiers qui soient... Qui sont même regroupés en lots. Hein. Sur un vote, donc ça c'est pas... J'entends, mais il faut quand même qu'on comprenne comment ça fonctionne, ce système-là. Vous avez des commissions, il y a les gens qui sont dans les commissions qui suivent les dossiers, et puis il y a les gens qui viennent à l'Assemblée pour voter quelque chose, à qui on a remis ça de dossier une semaine avant, qui évidemment n'ont pas lu les 1500 pages avant, et qui attendent quand ils viennent dans une Assemblée qu'on leur lise l'énoncé du dossier, et éventuellement qu'il y ait un débat derrière. Si effectivement on dit, dossier 1025, qui est pour, qui est contre, dossier 1027, qui est pour, qui est contre, c'est un déni de démocratie. Alors moi je ne mets pas en cause Bruno Bernard, parce qu'effectivement, il y a une charge de travail à la métropole qui fait qu'il faut aller vite, que certainement en face, on a des oppositions qui essayent de faire traîner, etc. En revanche, je trouve que là, il se dessert complètement, effectivement, à faire ça. Il sait à un moment ou à un autre qu'il va se faire taper sur les doigts par l'opposition. Je rejoins ce que disait Raphaël. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de cristalliser un débat entre les écolos, les LR, etc. Je trouve que pour le grand public, le peu de gens qui s'intéressent à la métropole, voir ça de l'extérieur et se dire, en fait, on a passé tant de dossiers en si peu de temps et sans répondre, avec la petite phrase, si vous avez une question à poser, vous adressez à mon secrétariat, ça veut dire, il y a un côté un petit peu snobinard quand même, l'air de vouloir dire, vous n'êtes pas assez bien pour que je vous parle directement, ça me gêne un peu. Mais je ne comprends pas l'intérêt de Bruno Bernard là-dedans. Moi, il m'a toujours donné le sentiment d'être quelqu'un qui était plutôt, comme disait Raphaël, pour le débat, la participation, etc. J'ai l'impression que plus on avance et plus les choses se font vite, et moins il y a de débat, moins il y a de discussion, et moins il y a d'ouverture, en fait. Est-ce qu'ils sont en train de rattraper le retard? Est-ce qu'ils veulent aller plus vite, plus vite, plus vite? Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de retard dans plein de dossiers, parce que les dossiers qu'ils ont lancés sont des dossiers très, très lourds. L'aménagement des voies lyonnaises sont des choses c'est très long, ça nécessite des appels d'offres, ça nécessite des dossiers, les bâtiments de France, la voirie, la tuyauterie, le machin, le truc, c'est extrêmement long, et je pense qu'ils n'ont pas réalisé au début de leur mandat qu'ils allaient prendre beaucoup de retard, et aujourd'hui, c'est le pied sur l'accélérateur. Oui, vous savez, Bruno Bernard, avant tout, c'est quand même un pragmatique. Ce qu'il ne fait pas là en gouvernant, ce que ne font pas d'ailleurs les écologistes, c'est d'essayer d'élargir leur majorité pour assurer leur réélection. Ils ne font pas ça. Ils sont plutôt dans une logique de on a un projet, on essaie de le mettre en œuvre, on est plutôt pragmatique pour en discuter, et puis quand on voit que l'opposition ne vient pas vers nous, et pas forcément toujours honnête dans ses oppositions, et en tout cas pas constructive, on avance, effectivement. Ils ont intérêt à avancer vite aujourd'hui parce que
parce que le mandat se termine et qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été réalisées. Sur les voies lyonnaises, il n'y a quand même pas beaucoup d'ouverture dans la discussion. Débordez pas sur le troisième sujet, Damien. On y vient. Mais, mais juste reprendre sur le vote des dossiers, que quand le conseil municipal y ait des dossiers qui soient votés en bloc, c'est partout, dans toutes les collectivités locales, on l'a toujours vu. Ça, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui est pour moi effectivement un manque de respect de l'opposition, c'est qu'il y a le débat technique en commission, et puis quand on arrive à l'Assemblée plénière, il y a un moment l'opposition qui décide, dans tous les dossiers, là, dans les 100 dossiers, il y a celui-là sur lequel on veut s'exprimer, et on veut en faire un débat politique, on a une position là-dessus. Et donc l'opposition vient affirmer sa position sur ce dossier-là, et c'est le devoir de la majorité d'y répondre, et de répondre sur le fond. Il ne peut pas répondre en Assemblée plénière, ou alors ça ne sert à rien d'en faire en fait. Si à l'Assemblée plénière, il doit répondre sur le fond à son opposition, même s'il se trouve que la question est idiote, et pas pertinente, est malhonnête, etc. Il doit trouver les arguments pour répondre au fond, parce que derrière, c'est le moment où le citoyen peut suivre le débat. Donc si l'opposition a décidé de porter le débat sur ce sujet-là, c'est son devoir d'y répondre. Allez, je vous propose qu'on termine avec notre troisième sujet et cette émission qui est décidément placée sous le signe de la métropole de Lyon, puisqu'on a appris que la collectivité avait signé un contrat avec une agence pour gérer la communication autour des voies lyonnaises. C'est déjà la troisième agence à se succéder depuis le début du mandat sur ce sujet. L'enveloppe débloquée pourrait atteindre le 1 million d'euros. L'actualité autour des voies lyonnaises, c'est l'inauguration du premier tronçon de la ligne 2 le long du parc de la Tête d'Or sur le boulevard Stalingrad. Alors, est-ce bien nécessaire de dépenser des centaines de milliers d'euros pour un projet qui pour le moment ressemble davantage à des pistes cyclables classiques en centre-ville plutôt qu'un vrai réseau express vélo qui permettrait de faire Givors-Limonest sans mettre le pied à terre? C'est pas une agence de communication qu'il lui faut, c'est des hypnotiseurs pour faire oublier leurs voies lyonnaises qui partent tout droit, sans véritable discussion, sans se poser bien droite. Même s'il faut exproprier Micheline, 90 ans, qui a vécu toute sa vie à Bron ou ailleurs, non, ils ont un problème de communication, mais ils ont un problème de communication. On peut prendre la meilleure boîte de communication, si derrière les politiques ils fournissent les bâtons pour se faire battre, ça pourra pas marcher. Et c'est vrai que j'ai vu leur voie lyonnaise qui est censée faire rêver. Moi, je vois une piste cyclable, quoi. Je vois la piste cyclable qui est à Saint-Priest, ça ressemble à ça. Et elle était là avant qu'on nous sorte les histoires de voies lyonnaises, quoi. Un trottoir, un truc qui protège, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Et à part que, à Saint-Priest, de temps en temps, ça tourne. Tandis que l'autre, il veut mettre une sorte d'autoroute ligne droite pour ses électeurs, pour leur faire plaisir. Damien? Je crois que c'est important de communiquer sur des gros projets comme ça. Qu'il y a un accompagnement, il y a besoin de communication en amont, pendant et après. Donc, même avant de lancer les projets, il y a besoin de communication parce qu'il faut informer les gens, il faut organiser des débats, essayer d'écouter les gens, ce qui, selon moi, ne se fait pas beaucoup. Pendant les travaux, il faut vraiment de la communication parce qu'on voit bien le résultat. Et on l'a vu boulevard Stalingrad, où on a passé 6, 7, 8 mois avec un boulevard qui était quasi fermé et qui crée un bouchon dans l'entrée de Lyon. Et puis après, parce qu'il faut expliquer aux gens que ça y est, c'est là, vous pouvez l'utiliser, à quoi c'est relié, etc. Donc faire de la com, c'est normal, ça ne me choque pas du tout. Pourquoi il y a un changement encore d'agent? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on était en fin d'appel d'offres, qu'il fallait renouveler l'appel d'offres? C'est des durées de 2 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez logique. Où je suis étonné, justement, c'est qu'on ait des appels d'offres pour des périodes si courtes, alors qu'on est sur des projets plutôt longs. En général, ce genre de marché, c'est au minimum 3 ans, avec des possibilités de renouveler 1 an, 2 ans, 3 ans. Je trouve que 2 ans, c'est très court. Je suis assez étonné de ce rythme très rapide pour changer de boîte de com. Après, les budgets, alors j'ai du mal à analyser le montant du budget parce que j'ai toutes les difficultés du monde à me rendre compte de toute la com qui va être faite autour. 1 million d'euros pour 2 ans, ça me paraît beaucoup. C'est le maximum, hein. C'est entre 200 000 et 1 million. Voilà, alors 200 000, ça me paraît pas beaucoup. 1 million, ça me paraît beaucoup. Si c'est au milieu, ça me choquera pas. L'enveloppe me paraît relativement correcte. Mais donc, je suis pas choqué, effectivement, qu'ils aient besoin d'une boîte de com autour de ça. C'est quand même leur projet phare. C'est quand même quelque chose qui va leur servir pour les prochaines élections. Oui, mais qui a tellement de mal à porter ses fruits et à être visible aujourd'hui ça va par rapport aux promesses faites. Petit à petit, parce que si on prend le boulevard Stalingrad, maintenant que les travaux sont fermés, on recommence à circuler quand on est en voiture à côté. Donc on a presque déjà oublié les 6 mois de galère.
Ce qui est dommage dans cette voie-là, c'est qu'ils ont supprimé toutes les places de stationnement le long du parc de la Tête d'Or. Et je disais chez un confrère que ce stationnement anarchique a été supprimé. Or, c'était un stationnement qui n'était absolument pas anarchique, qui était organisé. Donc aujourd'hui, on va s'inventer des histoires en disant c'est tellement mieux maintenant parce qu'avant c'était un gros bordel. En réalité, non. Donc, ce qui est dommage, c'est la suppression des places de stationnement. Mais ça y est, c'est fait. Donc, petit à petit, les gens vont s'habituer. C'est comme pour les aménagements des quais du Rhône, c'est comme pour tout ce qui fait hurler les gens, on finit par s'habituer. La vraie question des voies lyonnaises, c'est l'utilité des voies lyonnaises, de toutes ces voies lyonnaises, alors qu'on aurait peut-être pu en faire moins qui étaient foutues, et la façon de faire de la métropole dans ces travaux. Parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'il n'y a pas eu d'échange avec les collectivités locales et qui sont vent debout, pas contre les voies lyonnaises, contre la façon de faire les voies lyonnaises. Ça, c'est un peu Je pense différent. qu'il y a eu des échanges avec la mairie de Lyon et que c'est pour ça que ça avance plus vite chez Avec la mairie de Lyon, il y a certainement des échanges qui sont pas tout à fait, qui sont plus constructifs qu'avec les communes autour de Lyon, effectivement. Raphaël. Alors, deux choses à répondre. La première, sur votre question, est-ce que le changer d'agence de communication en cours de route, ça indique un échec? On peut dire que ça indique en tout cas qu'il y a des appels d'offres sur la communication qui sont lancés et que ces appels d'offres sont ouverts. Qu'il y a pas Ils de ne sont chouchou. pas réservés à celui qui, par exemple, aurait fait la campagne du candidat qui a gagné. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a vu avant et avec des boîtes de communication qui restaient pendant tout le mandat. Donc non, là on est dans un respect des marchés publics. Après, dans l'analyse de la communication, Damien est un meilleur spécialiste que moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. Mais en réalité, sur l'effet de communication des pistes cyclables, en revanche, oui, vous avez raison, Farid, de dire que les autres élus avant ont fait des pistes cyclables et qui ont pu communiquer sur le fait de faire des pistes cyclables. C'est très facile de faire des pistes cyclables, des belles pistes cyclables qui en périphérie, à certains endroits où il n'y a pas de vélo. Et pourquoi il n'y a pas de vélo? Parce que si effectivement, si on fait une piste cyclable pour communiquer auprès à l'approche des élections, mais qu'on ne le réfléchit pas comme un circuit droit et qui permet aux cyclistes effectivement de s'en emparer et qui a des coudes et qui a des passages à un moment donné, on retombe sur la rue. Je peux vous en citer plein. Quand vous faites du vélo avec les gamins en ville, si la piste cyclable qui retombe au milieu de l'artère routière, vous la prenez pas avec vos enfants. Donc je suis d'accord sur vous ça. en servez jamais. Je suis d'accord Donc sur en fait, ça. une piste cyclable, oui, c'est très compliqué à faire. Mais comme en réalité, une route qui fonctionne pour les voitures, une autoroute ou un tramway, tous les modes de transport qu'on veut faire et qui marchent, ils demandent à un moment donné d'exproprier des gens, de faire des choix, supprimer des places de parking, faire passer en priorité un mode de transport plutôt qu'un autre. Oui, ça c'est compliqué, ça crée des réticences. Et quand il y a des majorités politiques qui n'en veulent pas au départ, ils ont tendance à vous dire, plutôt que de me faire une piste cyclable qui sera efficace, qui marchera, qui sera utilisé, je préférais que vous alliez passer en périphérie, que vous fassiez le tour, vous fassiez un détour de 10 minutes, et à la fin, on aboutit à des pistes cyclables, comme elles ont été faites jusqu'à présent, qui ne sont pas utilisées. Donc on peut parler de kilomètres de pistes cyclables. Moi, ce que je vois, là, je suis venu ce matin en vélo, sur les berges, celle qui a été faite par Gérard Collomb, pour le coup, qui était prévue comme une aire de balade, plutôt qu'une piste cyclable d'usage pour vélo taffeur, c'est un autoroute aujourd'hui. Elle est même trop utilisée. On se croise, dès qu'il fait beau comme ça, on voit bien que c'est un équipement qui est aujourd'hui Mais insuffisant. Raphaël, sur le principe même des voies lyonnaises, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contre et opposés. Au contraire, je pense que beaucoup trouvent que c'est une bonne idée. Si. Dans la réalité, si. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, si vous êtes pour, parce mais ça que vous pose ne la voulez problème. pas chez vous, c'est que vous êtes contre. La question a été de dire, depuis 2020, mais alors on n'a pas les chiffres précis, mais potentiellement des centaines de milliers d'euros en communication ont été dépensés, à la fois pour créer le visuel, le logo, le nom des voies lyonnaises, puisqu'avant ça s'appelait le REV, le réseau express vélo, pour qu'au final, en 2024, mi-2024, on n'ait que 2 petits tronçons, dont un qui peut faire doublon avec effectivement les berges du Rhône, et donc de savoir, est-ce que ça valait le coup de dépenser autant en communication et d'informer les gens sur des pistes cyclables intramuros qui ne sont pas le but ultime du réseau express vélo, des voies lyonnaises qui normalement doivent permettre aux gens de toute l'agglomération de pouvoir rentrer dans Lyon, même traverser Lyon et passer de l'autre côté, de l'est à l'ouest lyonnais, du nord au sud. C'était ça ma question, c'était de savoir est-ce que ça valait le coup de communiquer autant alors que le projet a pris un retard fou.
Notamment parce qu'il y a des élus et des associations, des collectifs qui bloquent. Un retard fou, le projet est toujours long en fait. On ne fait pas une piste cyclable, un réseau comme ils avaient l'ambition en 3-4 ans. Communiquer en 2026. Non, parce que il y a C'est deux raisons. C'est de l'argent public, hein, Raphaël. Oui, mais il y a deux raisons de communiquer. L'une, la première étant que communiquer sur les pistes cyclables, c'est aussi attirer les cyclistes, faire en sorte qu'ils s'en emparent. Et c'est aussi, vous savez très bien que Croyez-moi qu'ils sont politiquement... au courant, hein, les cyclistes, qu'il y a des pistes. Je ne sais pas si vous avez noté depuis 4 ans qu'il y a quand même eu une explosion du trafic cycliste. Oui, Pas tout, mais je suis c'est pas sûr vrai que ça- dans je suis beaucoup pas sûr que ce soit d'agglomérations. grâce à la communication. de La métropole de communication compte un peu quand même. C'est-à-dire, plus vous voyez de la communication qui vous dit il y a des super pistes cyclables qui sont en train de s'installer, plus on vous dit on participe à vous acheter un nouveau vélo, plus les gens se posent des questions, puis à un moment donné ils passent le Lyon. pas. Ouais, bien sûr. Donc forcément que s'il n'y a pas de communication du tout, alors moi je suis pas expert des questions de communication, mais dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux me paraîtrait Je dis pas qu'il y a aucun absurde. lien. Ils auraient pu commencer les pistes cyclables aussi dans les mairies qui leur sont positives, c'est-à-dire Vénissieux, Vaux-en-Velin. Mais ils ont fait Lyon et Villeurbanne. Oui, ils ont fait Lyon, Villeurbanne, mais là aujourd'hui ils sont en train de se casser les dents sur Bron, ils sont en train de se casser les dents À sur Oulin. Tassin, Alain, dans les mairies qui sont contre eux, alors que Vénissieux, Vaux-en-Velin leur tend les bras, mais nous les pauvres ça les intéresse pas, on vote pas pour eux, on n'a pas les bobos avec les cargos à 4 000 €. Donc ils vont aller se prendre la tête avec Bron, Tassin, avec une montée, c'est le Mont Ventoux qu'ils veulent faire à Tassin. C'est le Mont Ventoux, c'est-à-dire c'est pas un moteur électrique qu'il faut, c'est une mobilette pour la monter le truc. Et pour en voir un qui passe une fois tous les 3 heures et que toi que t'as fait 4 heures que t'es là, tu dis, putain, alors Bruno Bernard, je l'aime pas trop quand je suis vers Tassin. Et nous, viens Vénissieux, viens nous faire des pistes cyclables. Moi aussi j'en veux. C'est prévu. Mais on vote pas pour toi. Oui, c'est prévu, mais pourquoi après les mairies qui sont pas positives pour lui? Nous, à Parce qu'il Vénissieux, y a tout besoin le d'un monde est effet d'accord. waouh, il y a besoin Il y a que les besoin gens... d'un effet waouh pour ses électeurs. C'est pas pour le bien commun et pour la métropole et pour les gens, c'est pour ses électeurs parce qu'il a plus On de ne peut pas bobos. dire qu'il n'y a pas d'investissement dans les transports en commun dans l'Est lyonnais. Mais il y en a pas. Si tu prends il par exemple, il y a des tramways, il y a des tramways qui arrivent. le tramway, Il y a un tramway qui arrive à Vénissieux. ou le T4, le T10, je le vois pas arriver encore, mais le T4 aujourd'hui, c'est Il est financé déjà. oui, il est en mais cours, c'est hein. le tramway qui est le plus utilisé Mhm. de l'agglomération. Oui. C'est un truc à bestiaux. C'est-à-dire qu'on est tellement serré à l'intérieur, ils pourraient nous rajouter des rames supplémentaires, ils pourraient nous... Déjà, rien que développer le T4, on enlève je ne sais pas combien de voitures. Bon, moi, je ne le prends pas le T4, je ne peux pas rentrer dedans. Je suis gros, hein. Physiquement, mon corps, il ne veut pas rentrer en même temps. C'est un Tetris le matin. Et quand je commence à 8 heures, c'est les horaires de pointe de temps en temps que je veux le prendre pour faire plaisir, etc. Je vais m'essayer au T4. Je ne peux pas rentrer dedans. À 8 heures, je ne peux pas. J'en vois un. Et après, je vois que le prochain, il est à 10 minutes. C'est quoi une horaire de pointe? C'est 10 minutes. Et il arrive, ils ont l'énergie. Il est encore blindé. Pour le prendre, le T4, quand je suis vraiment obligé de le prendre, je dois remonter sur le plateau des Minguettes pour le prendre, parce que quand il redescend à Vénissieux Centre, c'est impossible de rentrer dedans. Ça ne sert à rien. Il faut mettre un peu plus de financement. Qui sont réaménagés, sont en train de rallonger. Mais il est rallongé déjà le nôtre. Il est déjà rallongé le nôtre. C'est-à-dire quoi? Il fait le rallonger jusqu'à le problème qui est soulevé là, c'est le problème d'un service public qui ne rend plus service au public au moment où il est mis à disposition. C'est tout ce que dénonce pour le coup l'opposition concernant le tramway, en disant que quand vous aurez livré le tramway, ça sera déjà trop tard. C'est ce qui se passe avec les BHNS, ce qui se passe avec le C3, etc. C'est-à-dire que le service bien pensé, mais une fois qu'il est livré, il ne répond plus à la demande parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde dessus. Mais là, on est sur un autre sujet qui est beaucoup plus vaste. Mais il y a quand même des choses qui sont faites par le Citral pour essayer d'améliorer tout ça. Petite conclusion sur les voies lyonnaises, ou vous avez tout dit, Damien? Non, wait and see. Super. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com pendant les vacances scolaires. Et nous, on se revoit début mai.